Petit Paris, ville gourmande, cœur de l'Europe, ce ne sont là que quelques-unes des appellations que Bruxelles a conquises au fil des années. Appellations qui mettent en évidence des caractéristiques uniques et incomparables, que l'on découvre comme des joyaux antiques et précieux. L'écrin principal de ce trésor est la Grand Place, qui constitue, aujourd'hui comme dans les siècles passés, le cœur de la ville. Place symbole sur laquelle donnent les maisons des corporations, elle a subi des transformations au fil du temps, mais elle a réussi à conserver intacte sa beauté. L'hôtel de ville est un exemple de gothique unique en Belgique. Conçu en 1402 par l'architecte Jacques van Tienen, il fut bien vite agrandi. La première pierre de la nouvelle aile fut posée en 1444 par Charles le Téméraire. La Grand Place est par excellence la place du marché et elle abrite les maisons des corporations de marchands. La maison du Renard, depuis 1400, est le siège des merciers. Des sculptures de Jean van Delen et Marc de Vos enrichissent sa façade, ainsi que les statues des continents connus à l'époque, Afrique, Europe, Asie et Amérique, tandis que Saint-Nicolas, patron des merciers, domine le palais. À côté se trouve la maison de la corporation des bateliers, avec sa façade caractérisée par un fronton en forme de poupe de navire, muni de son bastingage. À l'origine, la maison était appelée Montagne, tandis qu'aujourd'hui, elle est appelée Maison du Cornet. La maison de la Louve a abrité la guilde des archers. Le fronton triangulaire où Apollon transperce Python des flèches de son arc est surmonté de la statue dorée du phénix qui renaît de ses cendres. La maison du Sac fut le local des ébénistes et des tonneliers. À partir du 3e étage, commence l'œuvre d'Antonio Pastorana. Le pignon, soutenu par des cariatides, a été surchargé de colonnettes à torsades, de torchères, vases, coquilles, guirlandes de fleurs et de fruits, dans le style flamand ou bruxellois. Un creuset de styles architecturaux. C'est ainsi que se présente la maison de la Brouette, ou, pour mieux dire, celle de la corporation des graisseurs. En effet, au style générique italo-flamand de la façade, s'unissent les colonnes qui ornent les 3 étages de la maison, respectivement dorique, ionique et corinthienne. Quand il vécut, il eut une grande pitié des pauvres. Cette inscription figure sur le buste de Saint-Hubert, patron des boulangers, qui orne la porte d'entrée de cette maison imposante. La maison des boulangers, qui abritait la corporation des boulangers, est aussi appelée le roi d'Espagne, à cause du fastueux buste du roi figurant au centre de la façade. Une coupole octagonale surmonte la maison, d'où s'élance une renommée supportant une girouette signée par Paul Dubois. Elle s'appelle Maison du Roi, mais elle n'a jamais été habitée par la famille royale. Et même durant la période de la Révolution française, elle fut rebaptisée Maison du Peuple. Ce palais a abrité le tribunal des étrangers et il a aussi été utilisé comme prison d'État. La première construction remonte au XIIIe siècle, mais le palais fut reconstruit entre 1873 et 1885 en suivant les plans originaux. Pour le parachever, avec des statues, des ornements et des décors, il fallut 10 autres années. À l'intérieur, le palais abrite le musée de la ville de Bruxelles, avec de nombreuses œuvres de l'école flamande.
La corporation des tailleurs, dans le passé, avait 2 maisons. À la suite de la guerre de 1695, elle n'en reconstruisit qu'une seule, qui maintint, cependant, son double nom de chaloupe d'or et de taupe. Anciennement, la chaloupe d'or était le siège de la corporation des tailleurs de pierre. Pour se placer sous d'heureux auspices, le buste de Sainte Barbara, leur patronne, trône sur la porte d'entrée, tandis que du haut du fronton, l'évêque Saint Boniface bénit la place. Toujours en style italo-flamand, la maison appelée Ange. À l'origine, elle dépendait de l'ordre religieux de l'abbaye de Forêt, et elle était appelée Maison de l'Olivier. Des draperies dorées enrichissent les gargouilles entre le premier et le deuxième étage. L'une des maisons les plus anciennes est celle dite du Mont Tabor, qui remonte à 1699. Aujourd'hui, elle est surnommée aux 3 couleurs. En 1695, les brasseurs reconstruisirent la maison de l'Arbre d'Or, qui, au rez-de-chaussée et dans ses caves, abrite le musée de la bière. La maison est dominée par la statue dorée de Charles-Alexandre de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas depuis 1744. La maison du Cygne a une histoire intéressante, non seulement à cause de son style d'inspiration française et des statues allégoriques qui symbolisent l'abondance, l'agriculture et la boucherie, mais parce que c'est dans cette maison que fut fondé en 1885 le Parti ouvrier belge. Le petit joyau de la Grand Place est la maison de l'Étoile. Ses portiques sont continuellement fréquentés par des visiteurs, à cause des plaques commémoratives qu'ils peuvent y observer. L'une est dédiée à Charles Bulls, bourgmestre de la ville dans la seconde moitié du XIXe siècle. Une autre rappelle Évrard Tserclaes, un héros de la ville du XIVe siècle qui s'illustra dans la lutte entre les corporations et les patriciens. La maison des ducs de Brabant termine le panorama de la Grand Place. Sa structure rappelle les grands palais de la Renaissance italienne, mais la façade est toujours en style flamand. Restauré au siècle dernier, son tympan est décoré d'une allégorie de l'abondance. Bruxelles est un musée à ciel ouvert, avec des rues au lieu de salles, animées et extrêmement vivantes. Autour de la Grand Place, il y a l'îlot sacré, avec ses petites rues aux noms qui reflètent des traditions et des métiers anciens. Mais Bruxelles n'est pas restée uniquement attachée aux valeurs du passé. Et il ne pouvait en être autrement, vu sa tradition d'antique marché d'Europe. L'appeler ville gourmande n'est pas un euphémisme, parce que les Bruxellois savent profiter de la vie, et ils aiment les plaisirs de la table. De nombreux restaurants, pâtisseries et établissements publics permettent de déguster les gourmandises exceptionnelles de Bruxelles. La bière, dont il existe au moins 400 espèces différentes, le chocolat, à savourer dans les pâtisseries caractéristiques, et les spéculoos, biscuits typiques au miel et à la cannelle. Autour de la Grand Place, il y a de nombreux magasins, où il n'est pas difficile de rencontrer des femmes qui travaillent la dentelle au fuseau. Le siècle d'or des dentelles de Bruxelles a été le XVIIIe siècle, où elles étaient demandées par toutes les cours d'Europe, en particulier par la France. On produisait des corsages, des cols, des nœuds, des poignets, en résumé tout ce qui pouvait embellir et enrichir une robe. Le musée des costumes et des dentelles abrite de nombreux témoignages de cet art. Le voile, que nous voyons actuellement à l'image, remonte au XVIIIe siècle. Il représente une princesse dans le parc, image qui remonte à la légende de la fondation de la congrégation des Béguines de la part de Sainte Bègue. La nappe est rectangulaire, en lin perlé de Bruxelles. Sa trame est d'une délicatesse extrême, et les ramifications du dessin se croisent comme des feuillages secoués par le vent. Les dentelles et les dentelières
revêtait une telle importance pour la ville que dès le XVIIe siècle, on adopta des mesures sévères en ce qui concerne l'émigration de ces travailleuses. Bruxelles a un autre symbole, beaucoup plus espiègle que la Grand Place, le Mannekes-Pis. Il existe de nombreuses légendes sur son compte. L'une d'entre elles raconte qu'un riche bourgeois avait perdu son fils unique dans la foule lors d'une fête populaire. Au bout de 5 jours, il le retrouva au coin de la rue de l'Étuve alors qu'il faisait ce qu'il fait encore aujourd'hui. Une autre raconte qu'un jeune garçon a sauvé la ville en éteignant à sa façon la mèche avec laquelle les ennemis étaient sur le point d'y mettre le feu. Celui qui appelle Bruxelles Petit Paris n'a certes pas tort. On y retrouve en effet de nombreuses références architecturales qui rappellent la capitale française. La Bourse en est un bon exemple. Point de rencontre traditionnel du monde financier de la Belgique, elle fut instituée par le gouvernement par un décret en 1801. Le groupe sculptural représente de manière allégorique la Belgique qui protège le monde des affaires. L'une des scènes les plus prestigieuses d'Europe est le Théâtre Royal de la Monnaie. Il doit son nom à un hôtel qui s'élevait en face. Il ressemble à la Bourse avec son style néoclassique, mais son fronton comporte un bas-relief, œuvre d'Eugène Simonis, qui représente l'harmonie des passions humaines. Il existe un autre théâtre célèbre, le théâtre de Thônes, où les personnages sont des marionnettes. Ils interprètent encore les grandes pièces de théâtre en marolien, un mélange de flamand, de wallon et de latinisme. C'est en 1830 qu'Antony, dit Thônes, se lança dans cette aventure avec les marionnettes. Aujourd'hui, sa famille a dépassé la 7e génération et continue à animer ses marionnettes. En 1966, José Géal fonda le théâtre actuel. La fantaisie de Thônes ne connaît pas de limite et l'histoire de cette famille, étroitement liée à la vie de la cité, est racontée dans les toiles de fond, dans les marionnettes, dans leurs vêtements qui sont toujours restaurés ou réalisés à la main en essayant de conserver intactes les caractéristiques et les lignes originales. Capitale de l'Europe, Bruxelles est une ville unique, avec des édifices grandioses et riches, comme les galeries Saint-Hubert, qui se divisent en galeries latérales, consacrées au roi et à la reine. L'architecture, étudiée par Cleusenaar, sur des instructions du roi Léopold Ier, est égayée par les drapeaux de toutes les couleurs et de toutes les nations qui se perdent presque dans les 18 mètres de la voûte à verrière qui ferme la galerie. Les vitrines dissimulent de très nombreux magasins en tout genre, des librairies où l'on déniche aussi bien les volumes anciens que les dernières nouveautés, des établissements où l'on savoure le plaisir de se faire un cadeau ou de flâner tout simplement. Bruxelles n'en finit pas d'étonner. À côté des monuments grandioses et des musées d'art, il existe un musée très spécial. Il s'agit du Centre de la bande dessinée, qui a son siège au magazine Woke dans la rue des Sables. Les protagonistes des bandes dessinées du monde entier en animent les salles. Et c'est Tintin, le personnage mythique créé par Hergé, qui vend aujourd'hui encore des millions d'albums et qui a été traduit dans toutes les langues connues, qui ouvre le défilé. Celui-ci se poursuit avec des auteurs, des planches, des dessins, des albums et des silhouettes d'innombrables héros de papier. Dans les habitudes des Bruxellois, visiter les musées est un fait habituel. Et même, ceux-ci ont-ils une fonction didactique importante. On vit les musées, en particulier les jeunes, qui dans ce cas peuvent feuilleter les revues de la bibliothèque du musée pour mieux connaître les différents personnages. Des planches en couleur aux places historiques.
La place de l'Albertine, où trône le roi Albert Ier à cheval, a été imaginée comme la porte d'entrée pour le Mont des Arts. L'aménagement de la surface de la place a requis des délais plutôt longs. Conçue sous le règne de Léopold II, elle fut réalisée de manière définitive sous Baudouin Ier et naturellement elle est consacrée à la mémoire d'Albert Ier. Les jardins font alterner motifs géométriques, plates-bandes carrées, fontaines circulaires et rangées d'arbres qui donnent des couleurs aux immeubles qui les entourent. Le palais de la dynastie se présente avec sa fameuse horloge dorée et ses statues contenues dans des niches. Du haut du palais, un carillon égrène les heures sur la ville. Bruxelles n'a pas seulement un aspect civil. En effet, grâce à la cathédrale de Saint-Michel, on comprend l'importance qu'a revêtue, dès le Moyen Âge, la communauté religieuse. La première pierre fut posée en 1226 par le duc Henri Ier de Brabant, mais l'église ne fut terminée qu'à la fin du XVe siècle. La façade, précédée d'une volée d'escalier, est formée de 2 tours carrées, unies par un pignon. Les nefs sont divisées par des colonnes romanes, ornées des statues des 12 apôtres, sculptées par les maîtres Duquesnoy, Faidherbe, Van Milderde et Tobias. Sur des piliers reposent les voûtes, qui atteignent la hauteur maximale de 110 mètres et sont éclairées par de hautes fenêtres. Les frises, avec des têtes et des décorations dorées, qui semblent regarder les voûtes, enrichissent le caractère linéaire de l'édifice roman. Les nefs latérales s'élargissent en chapelle, où se détachent les vitraux colorés. À présent, passons de la loi divine à la loi temporelle, avec le palais de justice. On n'emploiera pas au hasard l'adjectif monumental, parce que, avec une superficie totale de 26 000 mètres carrés, il figure parmi les édifices les plus grands d'Europe. Une coupole complète l'ensemble qui s'élève à plus de 100 mètres au-dessus du niveau de la place. L'une des églises les plus intéressantes est Notre-Dame de la Chapelle, voulue par Godefroy le Barbu, duc de Brabant, en 1134. Son architecture, avec des gargouilles et des pinacles, est typique de l'art brabançon. Son toit en pierre foncée lui confère, par rapport à d'autres églises, un aspect résolument plus sévère. Après le palais de justice, le long de la rue de la Régence, on entre dans le quartier du Sablon. Des jardins déjà, on aperçoit Notre-Dame du Sablon. À l'intérieur, la nef centrale débouche sur l'autel entouré de vitraux précieux. Une légende raconte qu'en 1348, Bat Soetkins apporta dans l'église une statue au pouvoir miraculeux. On ne lui connaît pas de miracle, mais la vénération pour la Madone du Sablon est fortement ressentie. À l'intérieur de l'église règne une atmosphère de recueillement ouaté. En effet, le soleil filtre à travers les vitraux d'une manière particulière et le désir de méditation et de réflexion naît spontanément, même chez le visiteur le plus pressé. La beauté de la nature est contenue par une balustrade en fer forgé. Celle-ci supporte 48 colonnes, dont chacune soutient une statue en bronze qui représente l'un des vieux métiers traditionnels de la ville. Les musées royaux des beaux-arts remontent à la fin du XIXe siècle. L'édifice a été construit par Bala et, dès la façade, on pénètre dans le monde de l'art. En effet, les 4 colonnes qui partent de l'escalier supportent des statues qui représentent la peinture, la sculpture, l'architecture et la musique. Ces dimensions sont telles que l'on a pu, depuis la dernière restauration terminée en 1984, disposer le musée sur plusieurs étages. Le jeu, avec les structures architecturales, a créé l'atmosphère adaptée à la vision d'œuvres exceptionnelles.
il est structuré de manière rationnelle, grâce à l'adjonction de nombreux étages souterrains, et présente les œuvres par siècle et par thème. Les salles consacrées à l'art du XVe au XIXe siècle proposent des tableaux de l'école hollandaise et des primitifs flamands. Le musée des Beaux-Arts nous amène sur la place Royale. Construite au XVIIIe siècle, grâce à Charles de Lorraine, elle présente un aspect géométrique. Au centre, sur le fond de l'église de Saint-Jacques sur Coudenberg, se détache la statue équestre de Godefroy de Bouillon, alors qu'il part pour la première croisade. À l'origine, le palais royal était constitué de 2 édifices séparés, mais de nombreuses interventions lui ont donné son aspect actuel. L'escorte royale est formée par l'élite de la gendarmerie et chaque jour, à 14h30, se répète le traditionnel changement de la garde. Le palais devint résidence de la famille royale après la création du royaume des Pays-Bas avec le roi Guillaume. Actuellement, le palais n'est plus le siège de la résidence royale, mais c'est là que se tiennent les cérémonies officielles et les réceptions les plus importantes. Il est ouvert au public et l'on peut y admirer la richesse des salles de représentation. Les salles, magnifiquement illuminées par de précieux lustres de cristal, ont des plafonds décorés de stuc. Leur nom rappelle la période à laquelle elles appartiennent, ou les rendez-vous internationaux qui s'y sont déroulés. Des meubles, des collections d'art et de bibelots enrichissent chaque espace disponible. Les salons, en effet, sont décorés dans les styles du XVIIIe et du XIXe siècle. Des peintures, des porcelaines, des fauteuils, des sofas et des divans ont vu défiler toute la vieille aristocratie européenne et nous donnent l'impression d'être transportés dans le passé avec une machine à remonter le temps. Les salons de cérémonie se succèdent et le visiteur les traverse presque sur la pointe des pieds pour ne pas déranger la cour. La comparaison avec d'autres palais royaux européens n'est pas déplacée. Le palais du roi se place à juste titre parmi les grandes demeures royales d'Europe, comme toutes les cours de la Renaissance italienne. Ressemblant par certains côtés au palais royal, voici le palais des États généraux. Construit vers la fin du XVIIIe siècle, il devient palais des nations en 1830 et abrite les séances des États généraux de l'Empire. Aujourd'hui, c'est le siège de la Chambre des députés et du Sénat. Le Congrès national représente un moment important de l'histoire de Belgique. Il proclama la Constitution belge à la suite de la Révolution de 1830. C'est en 1850 qu'a été posée la première pierre de la colonne du Congrès, haute de 47 mètres, et qui est surmontée d'une statue du souverain Léopold Ier, tandis qu'à sa base brûle une flamme éternelle en l'honneur du soldat inconnu. Bruxelles est le siège des communautés européennes, le marché commun. L'accord, instituant la Communauté économique européenne, fut signé à Rome le 25 mars 1957. « 50 ans après la fondation du Royaume de Belgique, fut construit le parc du Cinquantenaire, là où se trouvait autrefois la place d'Armes. Le palais constitue un ensemble architectural particulier, avec ses 2 colonnades monumentales. Le quadrige en bronze rappelle les formes les plus classiques de la période attique. Une aile du palais abrite le musée de l'armée, qui contient de nombreuses collections fort intéressantes. Parmi celles-ci, on distingue les avions à cause de leur beauté et de leur rareté, les cuirassés imposants et suggestifs, et les armes à cause de la valeur qu'elles ont représentée dans les batailles de Belgique.
Une grande construction en fer et en verre, le Palais mondial, accueille Auto World, une immense collection consacrée aux voitures, depuis les ancêtres de l'automobile jusqu'aux modèles d'époque les plus prestigieux. À côté de toutes les marques européennes les plus importantes, on remarque spécialement la section avec les voitures officielles utilisées par les présidents américains, Truman, Roosevelt, Eisenhower et Kennedy. Le château de Laeken, résidence du roi, s'élève au nord de Bruxelles. Si le drapeau flotte au vent, cela veut dire que la résidence est habitée et que le roi est à la maison. Notre-Dame de Laeken abrite les tombes de la famille royale. Sa construction fut décidée par Léopold Ier à la mort de son épouse Marie-Louise d'Orléans. C'est une église relativement récente, elle fut consacrée en 1872, mais l'on conserve à l'intérieur la statue de la Madone de Laeken que l'on fait remonter à 1200. D'allure imposante, elle fut terminée en 1908 grâce à l'œuvre de l'architecte allemand Van Schmidt qui y ajouta le portique et la tour ainsi que la flèche très élevée. La tour japonaise fait partie du domaine résidentiel du roi des Belges. Elle vient de l'exposition universelle de Paris pour laquelle elle avait été édifiée et elle fut reconstruite par Léopold II entre 1901 et 1904. En face de la tour s'élève le pavillon chinois qui fut lui aussi transporté et réédifié. Ces décorations dorées nous introduisent dans le monde oriental, tandis que ces appartements abritent de précieuses collections de porcelaine chinoise. Au début du siècle, Léopold II décida que la ville avait besoin d'une nouvelle église. Il posa donc la première pierre de la basilique nationale du Sacré-Cœur, un temple immense qui fut terminé en 1970. Le Heysel est le quartier de Bruxelles qui s'est développé à l'époque des expositions universelles de 1935 et de 1958. Brupark, un parc riche de 1000 attractions, permet de visiter par exemple la Mini-Europe, la reconstruction des monuments les plus connus de 70 villes de la communauté européenne. Bruxelles a continué à se développer et son périmètre est agrandi par des gratte-ciel qui suivent les lignes de l'architecture du XXe siècle. Les alentours de Bruxelles sont riches d'histoire. La colline du Lion s'élève à quelques kilomètres du centre de la ville. Elle est le symbole d'un événement historique important. C'est ici, durant la bataille de Waterloo en 1815, que fut blessé le prince d'Orange qui commandait les troupes belgo-hollandaises. Ce fut le duc de Wellington qui donna son nom à la bataille qui décida du sort de l'Europe. À la vue de toutes ces images, il est aisé de définir Bruxelles une ville d'art, de culture et d'histoire. En réalité, elle a toujours été une capitale qui, grâce à l'esprit entreprenant de ses habitants, a su développer les possibilités de son territoire et cueillir les meilleurs aspects de la vie.